Mais c'est par ce biais-là que moi aussi je me suis formé sur ces enjeux, à la fois des enjeux climatiques, mais bien sûr les enjeux de négociation, et qui font écho à des enjeux économiques et sociaux très importants. J'espère pouvoir vous le démontrer. N'hésitez pas si à un moment, j'ai pas de souci à ce qu'il y ait aussi un dialogue au sens de vous pouvez m'arrêter, me poser une question au moment même où elle vous vient, même si je pense que dans le format, on va plutôt essayer de travailler sur un premier temps d'exposé, puis un temps de dialogue, questions, réponses et de débat, y compris de débat entre vous et avec moi, entre nous. Parce que je pense que sur ces questions-là, il y a des éléments scientifiques, on va y venir, mais il y a aussi des éléments, des enjeux sociaux, politiques qui ouvrent une discussion sans avoir un caractère de vérité a priori. De la même manière, si vous trouvez que je vais trop vite, vous me faites signe, et si vous souhaitez prendre des notes, je peux ralentir. Je vais suivre le plan suivant, même si la commande c'est bien de se centrer sur qu'est-ce qu'une COP, quelles sont l'histoire des négociations internationales sur les enjeux climatiques. Je vais commencer quand même par des éléments de contexte sur les enjeux et l'urgence climatique, avec quelques éléments issus des productions scientifiques du GIEC, qui est un organe international sous l'égide des Nations Unies qui réunit des scientifiques. D'accord ? Ça sera ma première partie, l'urgence climatique. La deuxième partie sur qu'est-ce qu'une COP. Ma troisième partie reviendra sur l'histoire des négociations, puisque ça commence à être une histoire qui commence à être un peu longue. On y reviendra. Pour aboutir en quatrième partie à l'accord de Paris, la COP 21, qui a eu lieu... Alors, vous étiez au collège, je pense, à ce moment-là, mais j'imagine que vous en avez entendu parler. Il y a eu beaucoup de débats, d'initiatives en direction aussi des écoles et des collèges. Donc, quatrième partie, l'accord de Paris. Cinquième, je pointerai quelques éléments depuis Paris, depuis 2015, qu'est-ce qui a évolué, comment l'accord de Paris vit ou ne vit pas. Pour conclure, et là je prendrai un peu de liberté aussi par rapport à la commande, pour conclure plutôt sur un débat général sur comment agir, y compris quels sont les enjeux et les débats citoyens qui se posent au-delà des négociations internationales. Ok ? Alors, le contexte. Le contexte, c'est l'urgence climatique. Je pense que vous êtes une génération au courant, en tout cas, ça se traduit y compris dans la rue à l'échelle planétaire, puisque cette génération, la vôtre, se saisit de cet enjeu et manifeste régulièrement depuis quelques années. Quelques éléments quand même. 2020, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Elle fait partie des 3 années les plus chaudes depuis qu'on prend des mesures, des 3 années les plus chaudes dans le monde. D'accord ? Sachant que 15 des 16 années les plus chaudes ont toutes eu lieu depuis 2001, depuis les 20 dernières années. 15 des 16 années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu depuis 20 ans. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est là. C'est une réalité démontrée scientifiquement depuis un moment en fait, par des scientifiques, mais qui aujourd'hui se ressent et se mesure très concrètement, y compris par thermomètre. L'effet de serre, qui est la raison de ce réchauffement climatique et de cette explosion, en tout cas cette montée forte des températures, comment fonctionne-t-il ? Je ne vais pas vous faire un cours, mais quelques éléments parce que c'est important, y compris pour les enjeux économiques et sociaux qui suivront. L'effet de serre, c'est simplement comme une serre. Comme une serre dans laquelle vous faites pousser des plantes et des tomates, par exemple. Il y a non pas un plastique là, mais des gaz qui vont retenir la chaleur des UV du soleil. Le soleil envoie de la chaleur sur la Terre. Il y a une partie qui se reflète et qui est renvoyée vers l'espace. D'accord ? Ça, c'est le fonctionnement normal.
notamment les océans, mais aussi les glaces, etc., renvoient une partie des rayons. Et certains gaz retiennent cette chaleur. Et donc, ça fait une serre. Alors, c'est normal, l'effet de serre. On en a besoin, y compris pour qu'il y ait de la vie sur la Terre. Hein. Le problème, c'est que cet effet de serre, elle augmente. Elle est de plus en plus puissante du fait de l'activité humaine et de la production de différents gaz. De même, je fais ce petit détour sur quels sont les gaz responsables de l'effet de serre parce que ça a des enjeux, ça a des conséquences sur les discussions futures, sur quelles sont les activités humaines qui produisent ces gaz principalement. Celui dont vous entendez le plus parler, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. D'accord ? C'est effectivement le gaz principal qu'on émet et qui est responsable principalement de l'effet de serre. C'est issu des énergies fossiles et de la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, qu'on utilise pour nos moyens de transport, pour notre chauffage, mais aussi pour de nombreuses productions industrielles. Et donc on voit qu'on a des activités de transport, du logement, de la production économique et industrielle qui émettent ces gaz à effet de serre. Vous avez un autre gaz qui en quantité est moins produit, il y a moins d'émissions, mais qui a un pouvoir en termes d'effet de serre plus important que le CO2, c'est le méthane. Et le méthane, vous en avez peut-être entendu parler quand on pointe la responsabilité notamment de l'agriculture, et de l'agriculture intensive, et notamment de l'élevage. D'accord ? Et donc, le méthane, principalement, sa production son émission vient d'une agriculture intensive, et notamment de l'élevage des ruminants. Avec, il faut le savoir, des quantités de méthane aussi qui sont enfermées dans des terres congelées, le permafrost, notamment au nord de la Russie par exemple, et qui sont actuellement en quantité limitée pour l'instant, mais on a du mal à le mesurer, mais qui sont aussi libérés par le réchauffement climatique en tant que tel. Voilà le méthane. Et puis deux autres gaz, en quantité moins importante, mais malgré tout qui ont un pouvoir important, c'est le protoxyde d'azote, alors principalement qui est lié à l'engrais dans l'agriculture. Donc, si vous voulez, ça fait quand même deux gaz, le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont liés à l'activité agricole telle qu'on la mène aujourd'hui, et notamment l'agriculture intensive. Et les gaz fluorés, alors on en parle aussi moins. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, même plus jeune que vous à votre âge, il y avait de grosses campagnes sur les gaz qui justement détruisaient la couche d'ozone. C'était là-dessus qu'on mettait l'accent, sur leur présence dans des chaînes de climatisation, des chaînes du froid, etc. C'est un gaz qui a quand même une certaine responsabilité, notamment si on pense qu'à l'avenir, on va développer les phénomènes de climatisation. Voilà. Parce que plus on développe la climatisation pour répondre au réchauffement climatique, plus on va produire un gaz, un nouveau gaz, qui lui-même réchauffe la planète. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel on est. Bon. Ce réchauffement climatique, il a des impacts. Je vais passer rapidement, on pourra revenir là-dessus. Mais des impacts importants. Alors bien sûr, c'est le réchauffement. Là, c'est une carte qui est issue des travaux en lien avec les travaux du GIEC, qui montre, alors, suivant une tendance la plus pessimiste pour l'instant, mais malheureusement, cette tendance-là s'avère être assez proche de la réalité, de la tendance sur laquelle on suit actuellement. C'est le réchauffement en 2010, où on voit qu'il y a un réchauffement planétaire avec des zones qui sont... Alors, la légende a disparu en plus. Les zones violettes sont les zones les plus chaudes, ou qui connaissent le réchauffement le plus important. Donc, les océans ne connaîtraient pas forcément un réchauffement important.
Ce qui va être important peut-être dans la discussion plus tard, c'est de penser, même si je parle souvent de réchauffement, de penser dérèglement climatique. Hein, et on le voit avec cette carte, ce n'est pas homogène, il peut y avoir des phénomènes de réchauffement en moyenne globaux, mais avec des différences suivant les régions. Toutes les régions ne seront pas touchées de la même manière, d'accord? Et donc, un certain nombre de scientifiques préfèrent parler, et je pense à juste titre, de dérèglement, hein, qui est en lien avec un réchauffement global, mais parce que c'est pas parce qu'il y a un réchauffement global que toutes les régions, et que par exemple la France, connaîtrait un réchauffement majeur. Des impacts sur l'augmentation du niveau de la mer, hein, avec les risques pour certaines îles du Pacifique aujourd'hui, dès maintenant, de pouvoir continuer à vivre sur ces îles-là, mais c'est le littoral français, hein, y compris, qui peut être soumis, du fait de cette augmentation du niveau des mers, à de l'érosion et à des situations difficiles. Et dernière conséquence sur ce slide, sur ce diapo, qui est une conséquence, je ne sais pas si c'est la plus importante, c'est compliqué de hiérarchiser, mais dont il faut prendre la mesure, c'est la fonte de la banquise, mais aussi des glaciers. Et j'insisterai plutôt sur les glaciers que la banquise, même si la fonte de la banquise a des conséquences importantes. Pourquoi j'insisterai sur les glaciers? Parce que par exemple, sachez qu'il y a 180 millions de personnes en Europe, 180 millions, d'accord, qui ont accès à l'eau potable du fait des glaciers alpins, d'accord, qui sont directement ou indirectement alimentés par de l'eau, d'accord, qui émane des glaciers alpins. Une ville comme Lima, la capitale du Pérou, est totalement dépendante des neiges éternelles et des glaciers, hein, des Andes. Bon. Y compris ce qui conduit aujourd'hui, c'est pas, mais en tout cas à des hypothèses de la nécessité de déplacer une ville comme Lima dans les années à venir si on n'agit pas résolument contre le réchauffement climatique. Des impacts aussi sur la biodiversité, on pourra revenir parce que la destruction et l'effondrement de la biodiversité est un sujet lié et indépendant de la question climatique. Lié puisque le dérèglement climatique a des effets sur les êtres humains, mais les êtres non humains aussi, donc les végétaux comme les animaux, évidemment, mais indépendant parce que nos modes de production, en tant que tels, aussi détruisent la biodiversité du fait de l'accaparement des terres, du fait d'une extension de l'activité économique et humaine sur des terrains qui étaient protégés jusqu'à présent. D'accord ? Donc l'extension et l'effondrement, et je parle d'effondrement à juste titre, hein, il y a une étude qui est au niveau européen qui pointe qu'on voit disparaître plus de 60% sur les 10 dernières années, 60% des insectes sur le continent européen. C'est aussi lié à l'utilisation des pesticides dont vous avez entendu parler, etc. D'accord ? Donc on a un effondrement de la biodiversité qui est en lien avec le réchauffement climatique, mais pas seulement, en tout cas qui ne peut pas se réduire à cela. Réchauffement climatique qui aura des conséquences sur la baisse des rendements agricoles. Alors ça dépend aussi des régions. Petite parenthèse, par exemple, la Russie de Poutine se satisfait plutôt, ou en tout cas voit d'un bon œil, le dégel d'un certain nombre de terres, hein, dans le nord de la Russie, en se disant qu'ils vont pouvoir davantage produire. Bon. Mais voyez bien, et je pense que dans vos enseignements d'histoire géopolitique, vous commencez à cerner cela, l'enjeu alimentaire, il se pense au niveau régional. D'accord ? On ne va pas, ou alors en tout cas, il y aura des conséquences majeures géopolitiques si le grenier à grains mondial serait seulement dans un seul pays ou en Russie. Bon.
on a des hypothèses. Alors les hypothèses, il faut les prendre avec des pincettes, évidemment. Hein, on ne lit pas dans le Merde Café, personne. Mais les scientifiques peuvent travailler quand même sur des hypothèses relativement sérieuses, des hypothèses qui voient une destruction du maïs, en tout cas de la production, une baisse des rendements du maïs, du sorgho, notamment en Afrique, de 40 à 50% dans les dizaines d'années à venir, du fait du réchauffement climatique. Bon, donc c'est un continent qui est déjà soumis à des épisodes réguliers de crise alimentaire. Vous voyez bien que le réchauffement climatique va avoir, y compris sur les questions de ressources alimentaires, des conséquences majeures. L'eau, la production alimentaire de base, maïs, sorgho, blé. Vous voyez que effectivement l'avenir, si on n'agit pas sur cet enjeu climatique, l'avenir peut s'avérer relativement sombre. Des pertes économiques humaines, déjà là. Alors, les données, j'ai hésité à les garder. Vraiment, prenez-les avec pincettes, toutes les données qui peuvent sortir. Ça donne quand même des éléments. Hein, mais tout ça peut être soumis à discussion. Je prends un exemple sur la question du nombre de millions de déplacés. D'accord ? Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique va avoir, et ça c'est une certitude, des impacts forts sur les déplacements de population. On n'a plus d'eau dans une région, moins de production, une baisse de rendement sur les productions agricoles, on se déplace pour accéder à l'eau, pour accéder à l'alimentation, évidemment. Les Nations Unies estimaient en 2012 que le nombre de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques, pour la première fois dans notre histoire, était supérieur au nombre de déplacés dus à des guerres. Bon. Mais pourquoi je disais qu'il peut y avoir débat sur ces chiffres, c'est que, vous savez, en économie, on utilise cette expression « toute chose égale par ailleurs ». C'est cette expression qui cherche à comprendre qu'on peut essayer d'isoler parfois des déterminants à des phénomènes sociaux. D'accord ? Bon. Là, sur cette situation, sur cette question-là de déplacement de la population, il est très difficile d'isoler des phénomènes. Qu'est-ce qui est dû réellement à une crise alimentaire? Qu'est-ce qui est dû à la guerre? Sachant que la crise alimentaire peut être le produit d'une guerre et inversement. Donc il y a des rapports dialectiques qui sont compliqués et complexes. Bon. Mais pour autant, j'ai malgré tout donné quelques indications. C'est simplement pour prendre la mesure, donc c'est souvent des données qui sont issues de travaux des Nations Unies, prendre la mesure du fait que le réchauffement climatique, ce n'est pas un avenir, c'est une question d'actualité, hein, et les conséquences sociales et économiques sont déjà là. D'accord ? Une multiplication des phénomènes extrêmes. On parle des ouragans, bien sûr, mais en France aussi, on a dans la vallée de la Roya, par exemple, hein, des effets. En Inde, il y a une semaine ou deux, hein, un village a été détruit du fait d'un glacier qui s'est effondré dans l'Himalaya, etc., etc. Donc il y a des phénomènes extrêmes qui se multiplient, qui ont des effets humains et économiques, de destruction d'infrastructures, etc. Et on peut mesurer, et c'est fait aujourd'hui, justement, par exemple, l'impact économique via la question des assurances. Comment les assurances, aujourd'hui, sont impactées par le réchauffement climatique, par les conséquences du réchauffement climatique. Ça va? Je vous ai pas... Les responsables, c'est une photo qui vient de Greenpeace. Donc, vous situez Greenpeace. Donc, voilà, toujours essayez aussi d'avoir, vous, votre esprit critique. Hein. Vous savez d'où je parle, je vous l'ai dit. Là, c'est aussi un choix qui est fait par une association environnementale qui pointe les responsables en mettant l'accent sur les multinationales. Et là-dessus, on pourra débattre de ça. C'est où sont et qui sont les responsables et les principaux responsables. Bon, en tout cas, au-delà de savoir si nous sommes tous et toutes responsables ou il y a certains acteurs économiques qui ont une responsabilité plus grande dans le réchauffement climatique, ce qui est certain, c'est que notre dépendance aux énergies fossiles
est une raison première, principale peut-être. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres raisons. Nous savons par exemple que pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 d'accord, sur la planète à l'horizon 2100, pour atteindre cet objectif, il faut d'ores et déjà garder sous terre 80% des ressources fossiles connues. 80% des ressources fossiles connues, ça veut dire arrêter d'aller en chercher. Et celles qu'on connaît, que ce soit charbon, pétrole, gaz, 80%, c'est énorme, on les laisse sous terre. C'est énorme parce que c'est des intérêts, y compris économiques, majeurs. Hein. ExxonMobil, Total, ce sont les BP, ce sont les premières capitalisations boursières dans le monde. Hein. Alors, dernièrement, il y a eu des évolutions avec les GAFA qui sont montés, etc. Mais c'est des intérêts économiques majeurs. Le XXe siècle, c'est aussi le capitalisme du XXe siècle, c'est aussi construit autour de l'extraction des fossiles. Et donc, on voit que là, on a un enjeu important. Au-delà de cette approche macro, on peut aussi réfléchir sur nos modes de consommation et de production. Hein. Mais encore une fois, je reviendrai aussi en conclusion. Vous avez un petit site, alors j'ai mis mais vous pouvez aller voir, c'est rigolo, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Nosgestesclimat.fr, c'est un petit module fait par l'ADEME, l'agence du ministère l'agence de l'environnement qui dépend du ministère de l'environnement, et un petit module dans lequel vous pouvez tester, vous, votre contribution aux émissions de gaz à effet de serre, pour voir en fonction de votre mode de vie, de où vous habitez, etc., comment vous fonctionnez, combien de fois vous prenez l'avion dans l'année, etc., si vous mangez beaucoup de viande, pas beaucoup de viande, etc., combien vous contribuez. Bon. C'est intéressant, mais y compris, alors, il y a par exemple, je ne vais pas trop développer, mais il y a une petite astérix sur les services publics. Parce que par exemple, là-dessus, on ne peut pas modifier dans leur module la contribution des services publics. Bon, et je trouve ça intéressant parce que ça montre bien que tout ne dépend pas de nos choix individuels. Il y a des choix collectifs. Alors, on pourrait le dire aussi sur les transports, sur l'alimentation, sur les logements. Mais là, c'est évident. Hein. C'est-à-dire que les services publics, l'ensemble des gaz émis par les services publics français, du fait de l'absence d'isolation dans les lycées, par exemple, ça, hein, ramené à l'ensemble de la population équivaut à 1,1 tonne par personne en France. À l'horizon 2050, si on veut atteindre les objectifs de réchauffement à 1,5 ou 2 degrés maxi, nous devons être sur une moyenne individuelle de 2 tonnes par personne, par habitant. On en est à 11,1. On doit diviser par 6 notre impact en termes de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Divisé par 6. Donc, c'est parfois un peu, cette réflexion-là peut être relativement angoissante, tant l'enjeu est important et pour autant, il y a des défis aussi très intéressants en termes de mode de vie, etc., qu'on va traiter. Bon, donc, nos modes de consommation, de production qui sont en cause, des responsabilités individuelles, collectives, différenciées, communes, tout ça, on va en discuter, y compris on va en discuter au niveau international. Parce que il va falloir bien sûr agir sur l'international à 2 niveaux. Première action nécessaire, c'est de réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la transition. Alors la transition notamment énergétique, c'est ce que j'ai dit sur garder 80% des fossiles dans la Terre, mais c'est aussi isoler nos bâtiments, produire autrement l'agriculture, etc. L'enjeu
secondaire, mais en fait secondaire pas au sens, le deuxième enjeu, pas au sens où il serait moins important, c'est de prendre acte du réchauffement déjà là et d'agir sur l'adaptation, et notamment l'adaptation des pays les plus pauvres. D'accord ? Pour faire en sorte que les populations puissent... Je suis déjà un peu long, donc je vais aller plus vite là-dessus, sur bon, le coût de l'adaptation pour l'Afrique, par exemple, hein, qui est très important et qui va nécessiter des discussions internationales, et sur tout ce qu'il faut agir, j'y reviendrai. Juste pour la transition sur la deuxième partie sur les COP, c'est que vous voyez bien qu'une question comme le réchauffement et le dérèglement climatique, elle ne va pas se résoudre à l'échelle nationale. Les gaz à effet de serre ne connaissent pas les frontières et le réchauffement n'a que faire également des frontières. Et donc on a besoin de travailler à des réponses multilatérales, d'accord, et de construire des organes internationaux de discussion, d'élaboration, de décision à l'échelle internationale. C'est ce qu'ont fait les Nations Unies, et donc avec les COP. Les COP, ce sont des rassemblements, 294 pays, qui vont négocier et adopter des décisions et veiller à leur application. Pas à leur application, veiller à leur suivi. Le terme est plus juste, j'y reviendrai, puisqu'il n'y a pas d'organe de contrôle, il y a un organe de suivi. Une COP en tant que telle, physiquement, d'accord, c'est 15 jours de négociations tout azimut. Mais avant ces 15 jours, il y a des pré-COP. Vous allez peut-être en entendre parler au mois de juin. Il y aura une pré-COP à Bonn, c'est souvent en Allemagne d'ailleurs, souvent à Bonn, où on commence à discuter, à négocier sur les textes. D'accord ? Et la prochaine, la COP 26, elle aura lieu à Glasgow, en novembre-décembre. Elle devait avoir lieu en 2020, vous voyez pourquoi elle a été repoussée, et elle doit se tenir, et ça sera un enjeu important, j'y reviendrai, dans quelques mois. Donc pendant 15 jours, il y a différents acteurs qui vont se réunir. Parfois, elles n'arrivent pas à tenir les délais pendant 15 jours, et souvent, ça a été le cas à Lima, ça a été le cas à Paris, où on joue un peu les prolongations, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est une conférence multi-acteurs. D'accord ? C'est une conférence multi-acteurs qui... C'est un peu flou, donc je vais peut-être un peu le décrire, je ne sais pas si... J'ai pas la vieille règle. Non. Tout en haut, et avec une couleur particulière, c'est ceux quand même qui écrivent, qui tiennent le stylo. Les négociateurs et gouvernements de chaque pays, eux, ils ont un mandat, d'accord, qui est donné par leur gouvernement. Alors ça peut être le ministre de l'Environnement qui est là, des fois il y a le président du pays qui vient. Ça dépend aussi, c'est un indicateur d'ailleurs, de l'implication du pays dans la COP, suivant qui va à la COP. Est-ce que c'est le secrétaire d'État à l'industrie qui n'a pas beaucoup de pouvoir? Est-ce que c'est le Premier ministre ou le Président? On voit tout de suite comment les États vont s'impliquer en fonction de la qualité du représentant qu'ils nomment. Bon. Et puis, donc c'est eux qui vont écrire. Mais pendant 15 jours, il va y avoir des débats, des discussions, des forums parallèles animés par différents acteurs. Il va y avoir des rencontres en bilatéral avec ces négociateurs pour porter des revendications propres de différents groupes. Quels sont ces groupes? On a les scientifiques, vous avez entendu parler du GIEC, d'accord? Donc, eux, ils sont là pour faire état de
des décisions, en tout cas pas des décisions, mais en tout cas des études scientifiques qui sont validées par leur communauté scientifique. On va avoir des associations environnementales de développement qui vont porter leurs revendications, les collectivités territoriales, les représentants des groupements de femmes, d'agriculteurs, de jeunes et de populations autochtones. Et donc là, on va avoir différents groupes, d'accord, qui vont également avoir droit, donc ils ont droit à des accréditations, ils ont droit d'organiser des conférences et ils ont droit de rencontrer les représentants pour porter leurs revendications. D'accord ? Les syndicats, voilà, avec la conférence, la CSI, qui est le regroupement des syndicats internationaux. D'accord ? Moi, c'était dans ce cadre-là que je pouvais participer à la COP. Alors, c'est pas moi qui rencontrais les représentants. Nous, on avait des réunions tous les matins. On prenait les textes qui étaient en discussion, voilà, et on essayait de pointer sur tel ou tel article ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas, sur quoi il fallait porter, etc. Comment essayer de jouer aussi sur les contradictions entre les gouvernements, etc. pour faire avancer nos propres propositions. C'est un espace de négociation, c'est de la stratégie. Hein. Celles et ceux qui aiment bien les jeux de stratégie, on se retrouve dans cette ambiance-là pendant 15 jours. Les entreprises qui vont avoir souvent des intérêts qui vont être portés, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des syndicats. Des chercheurs et des experts, alors ça pourrait être apparemment différent des scientifiques, c'est effectivement, c'est pas forcément une bonne dénomination, mais c'est-à-dire que il y a les climatologues, les météorologistes, etc. Puis il y a aussi de nombreux chercheurs et experts en droit international, par exemple, mais aussi des sociologues, etc., qui vont conseiller aussi, notamment sur les aspects juridiques, hein, mais les négociateurs des gouvernements de chaque pays. Bon. Et puis les organisations intergouvernementales qui peuvent être présentes. Voilà, on a donc cette convention, et pour rajouter à la complexité, mais aussi à son caractère assez démocratique, avec des guillemets, hein, on pourrait discuter de démocratie, mais par rapport à d'autres instances internationales, tous les États ont le même poids. En tout cas, dans les textes. À la convention, à la COP, hein, chaque État a une voix, et toutes les décisions doivent se prendre au consensus. Ou alors, il peut y avoir vote, mais pour que vote il y ait, il faut que tous les États se mettent d'accord sur les modalités du vote. Donc ça revient quand même au même. C'est-à-dire que les petits États ont autant de poids, les petits États en termes de poids économique, en poids géopolitique, d'accord, ont autant de poids que les États-Unis ou l'Union européenne, sur le papier. C'est-à-dire qu'après, bien sûr que comme dans tout jeu de négociation, il y a des jeux de pression. Que les États-Unis ont quelques armes, ou l'Union européenne, quelques armes pour faire pression sur les autres, sur d'autres pays, hein, en termes économiques, en termes géostratégiques, etc. Bon. Mais c'est ce qui amène souvent à ce que les petits États, par exemple, plein d'États insulaires, vont se regrouper pour essayer d'être plus forts dans les négociations vis-à-vis des pays, et notamment des pays du G20, pour faire valoir leurs intérêts propres. Donc, si les décisions doivent se prendre au consensus, ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Prendre le temps de la négociation, et que l'histoire des négociations a été aussi marquée par un certain nombre d'échecs, hein, puisqu'en cas de désaccord, si au final, après ces 15 jours, même les temps de rallonge, etc., il y a un État qui dit non, d'accord, c'est possible, il n'y aura pas d'accord. L'accord de Paris, c'est pour ça qu'il a été aussi estimé comme historique, hein, c'est qu'il a été ratifié dans un premier temps, en tout cas, validé au moment, le samedi matin ou le dimanche matin tôt, ça devait en pris un tout petit peu de retard, mais validé par l'ensemble des pays présents. D'accord ? Ce
qui n'a pas été le cas dans d'autres COP précédentes. Pourquoi un accord international est-il indispensable? Bon, parce que rapidement, le changement climatique, je l'ai dit, est un processus international. On a besoin d'éviter les phénomènes de passagers clandestins. Ça vous fait écho à vos cours de sciences économiques et sociales, concept qu'on utilise aussi sur les mouvements sociaux. Mais le passager clandestin, c'est celui qui va bénéficier de l'action des autres sans en porter le coût. D'accord? Et donc là, le changement climatique et l'action résolue contre le dérèglement climatique nécessitent de toute façon une action de l'ensemble des États. C'est mettre en place des mécanismes de solidarité, parce que tous les États n'ont pas la même responsabilité, mais pas les mêmes moyens non plus, dans le réchauffement climatique tel qu'il est. D'accord ? Et donc s'il n'y a pas de mécanisme de solidarité internationale mis en place, certains pays, certaines sociétés vont avoir du mal à agir à la fois pour la transition, mais parfois c'est pas tant le problème des pays les plus pauvres qui ne sont pas les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais y compris sur l'adaptation pour s'adapter au dérèglement climatique qui est en cours. Bon. Il y a une histoire de ces négociations internationales qui remonte à 1992 et Kyoto. Pas Kyoto, pardon, Rio. Je pense que là-dessus, vous aurez à revenir dans vos cours et à repréciser cette architecture internationale et ce processus. Je vais passer assez rapidement sur ces éléments pour dire que le point de départ, c'est Rio, qui met en place la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ça fait un moment. Comme ça, vous avez 17-18 ans, oui, donc oui, ça fait un moment. Vous voyez bien que la question du réchauffement et du dérèglement climatique est sur la table des négociations depuis plus d'une génération, là. Pas en tout cas, pas tout à fait plus d'une génération, mais depuis plusieurs dizaines d'années. Avec un processus qui a été a priori assez rapide, puisque 5 ans après cette première réunion internationale à Rio, il y a la Convention de Kyoto qui a permis l'adaptation d'un protocole qui devait entrer en vigueur, qui entre en vigueur en 2005, mais qui est un peu mort. Mais c'était quelque part l'accord le plus avancé sur la question du réchauffement climatique, et c'est une première occasion ratée pour nos sociétés de bifurquer et en tout cas de faire face au réchauffement climatique. Occasion ratée parce que certains États, les États-Unis, et c'était pas sous Trump, c'était Clinton, refusent de ratifier Kyoto. Le Canada, de fait, ne s'engage pas dans Kyoto. Et comme tout, vous voyez, les dynamiques de passagers clandestins. Si des États disent non, moi, j'en paye pas le coût de cette action contre le dérèglement climatique, pourquoi les autres vont payer pour les États-Unis et le Canada alors que l'action va bénéficier à l'ensemble de la planète, évidemment. Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière qui sont très forts. Et donc ce processus, ou en tout cas ce protocole de Kyoto, de fait, est obsolète. Il y a une tentative de relance, pas une tentative même, un espoir important, avec la COP, ça va être la 15, à Copenhague, qui devait négocier d'un accord global de réduction de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020. Si vous avez suivi, j'ai bien dit qu'il devait. C'est-à-dire que c'est un échec. Là, un échec qui éclate aux yeux du monde. Parce que, contrairement à Kyoto, où quelque part, il y a une résolution, il y a une signature
d'une partie, puis ensuite il se délite cet accord. Là, Copenhague, ça explose, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à parapher le document de négociation. Il y a une simple déclaration pour essayer de sauver la face, et c'est le premier moment où il y a de grandes manifestations de la société civile. Des manifestations, y compris assez, avec des confrontations, des manifestants qui rentrent dans le siège de négociation de la COP, etc. Pour dire, vous devez agir. Vous devez agir, et l'action ne se fait pas. Et la COP au Danemark, à Copenhague, ne transforme pas du tout l'essai. L'accord mondial est reporté à Durban, qui se tient en 2011, où, encore une fois, on prend la décision de reporter cet accord à 2015, à Paris, à la COP 21. Et donc, la COP de Paris se trouve à plusieurs de nombreuses responsabilités. Tout d'abord, de rattraper les échecs précédents, c'est-à-dire de prendre des décisions sur la période immédiate, 2015-2020, prendre des décisions, des engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre, d'accord, et de discuter des engagements et de la perspective des différents États pour 2020-2030. D'accord ? Donc tout ce qui n'a pas été fait à Copenhague et à Durban doit être traité à Paris, notamment en termes d'engagement de gaz, de réduction, d'engagement sur les réductions de gaz à effet de serre. D'accord ? Également de traiter des enjeux financiers, je vais y venir tout de suite, parce que si on a plusieurs échecs successifs, il y a quelques avancées qui vont être travaillées et renforcées à Paris, en partie. Les avancées sont sur cette idée qu'on a besoin de moyens de mutualisation, de mutualiser des moyens financiers, nécessité de mutualiser des moyens financiers pour soutenir les pays du Sud. C'est la création notamment, alors en 2009 par exemple, du Fonds vert, qui est un fonds multilatéral, d'accord, donc avec plusieurs contributeurs, qui va être dédié à la lutte contre les changements climatiques. Un bémol principalement, c'est que c'est toujours la différence entre les discours et les actes, c'est-à-dire qu'on prend la décision de le faire, mais il se met en place tardivement, que 2014, et même à Paris, en 2015, de fait, il n'est pas abondé suffisamment en termes de ressources, notamment les pays les plus riches, ne vont pas mettre suffisamment de ressources pour permettre d'abonder ce fonds qui, selon les estimations, en tout cas l'objectif annoncé, c'est d'atteindre 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. Tous les ans, il devrait y avoir 100 milliards dans ce fonds multilatéral pour aider les pays, les moins avancés, les plus pauvres, les pays du Sud, en fonction des catégories qu'on retient, à rentrer dans un processus à la fois de transition, mais aussi pour leur permettre de s'adapter au dérèglement climatique. D'accord ? Bon, donc, l'engagement qui est pris dès 2009, encore aujourd'hui, j'y reviendrai, n'est pas totalement tenu. Deuxième élément, et ça c'est quelque chose de très important sur les négociations. La question, il y a une formule que vous devez retenir, parce qu'y compris ça peut réfléchir, on peut réfléchir là-dessus, y compris à l'échelle nationale. La formule des COP, c'est de dire qu'il y a une responsabilité commune mais différenciée.
responsabilité commune mais différenciée face au dérèglement climatique. Commune, pourquoi? Parce que tous et toutes, quelles que soient nos activités humaines, en fait, nous créons des gaz à effet de serre, et donc l'activité humaine, en tant que telle, est responsable du dérèglement climatique. Je veux dire, il y a un accord de la communauté scientifique. Après, quelques illuminés, y compris responsables politiques tels Trump ou Bolsonaro, qui nient ça, mais de fait, il y a un accord de la communauté scientifique aujourd'hui qui est indiscutable sur le fait qu'il y a une responsabilité de l'activité humaine dans le dérèglement climatique. Ce n'est pas lié à un désaxement de la Terre ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Bon. Mais si on a une responsabilité commune entre les États-Unis, l'Union européenne et le Sénégal ou le Vietnam, la responsabilité n'est pas la même. Dans l'histoire et même aujourd'hui. 80% des gaz à effet de serre sont émis par les pays du G20. 80%. C'est quand même, en gros, 20 pays émettent 80%. Et sont responsables de 80% du problème. Et y compris à l'intérieur du G20, entre les États-Unis et l'Argentine, les responsabilités ne sont pas équivalentes. D'accord? Donc on a une responsabilité commune mais différenciée, et ça va être le cœur de négociation des COP. Et ça va être encore le cas à Glasgow. Cœur des négociations, parce qu'y compris, c'est des négociations très importantes sur la question du fonds vert. Qui met quoi? Combien? La France, elle doit mettre combien? Les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Russie, par exemple. En 92, lorsqu'on est à Rio, c'est des pays qui ont un mode de production et de développement qui, à ce moment-là, en tout cas, n'est pas vu comme responsable, ou avec une responsabilité beaucoup plus faible. Bon, il y a des évolutions économiques et qui font que, par exemple, la Chine aujourd'hui est, alors, pas ramenée par habitant, mais au niveau global, le premier émetteur, le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'était pas la même chose en 92. Donc il y a des évolutions. Et que ça, ces évolutions, tous les pays ne veulent pas forcément, parce que ça change. Est-ce que la Chine est bénéficiaire d'aide ou doit contribuer à aider les autres? Ça, c'est le fruit de négociations. Et c'est ça qui va frotter souvent, qui va faire que les COP sont compliqués, etc. Bon. Mais donc, quand même, c'est une avancée vers un processus de justice climatique, si vous voulez, où, de fait, les premiers responsables, les pays les plus riches, etc., doivent contribuer à l'adaptation des pays les plus pauvres. Enfin, pour essayer de trouver aussi des éléments, mais c'est pas juste les trouver pour vous donner du baume au cœur, mais parce que c'est aussi la réalité, malgré les échecs, il y a des évolutions. Et des évolutions qui peuvent être quantifiées. En 2014, on recense plus de 500 lois dans différents pays sur la question climatique. D'accord, 2014. Copenhague, c'est 2009, 5 ans avant. Il n'y avait que 47 lois dans l'ensemble du monde sur la question du climat. On voit bien que dans les États, dans les gouvernements, la question climatique est intégrée. D'accord ? Et quelque part, c'est aussi une des victoires de l'accord de Paris, qui est une victoire politique, symbolique. Alors, ça ne change pas la vie sur la planète, ça ne résout pas le dérèglement climatique, mais pour autant, ça va être utile. Ça va être utile pour légitimer, par exemple, des combats, pour légitimer des manifestations de jeunes, voilà, pour légitimer, y compris des batailles juridiques en France, comme l'affaire du siècle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'État qui a été condamné par un tribunal sur le fait qu'il n'agissait pas sur le climat. On pourra y revenir sur les moyens d'agir. Bilan de l'accord de Paris, je l'ai dit, c'est un acquis politique, symbolique essentiel. Pour la première fois dans l'histoire, 194 pays disent en même temps il y a urgence climatique et on doit agir, apporter des réponses. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup par rapport à l'histoire, à l'urgence climatique,
c'est pas trop tard, mais c'est très tard. On aurait aimé que tout ça se fasse dans les années 90, voire même avant, parce qu'il y a déjà des rapports avant qui disent attention, notre modèle de production va dans le mur. Mais en tout cas, il faut prendre acte que là, quelque part, c'est une défaite complète des climato-sceptiques à ce moment-là. Si vous reprenez tous les discours, vous pouvez analyser, ça peut être intéressant comme analyse, sur l'évolution des discours politiques, médiatiques, etc., sur le dérèglement climatique, les années 90-2000, vous avez encore des discours climato-sceptiques importants, c'est-à-dire de responsables politiques, etc., qui disent tout ça, c'est pas vrai, voilà. C'est les Illuminati ou je ne sais quoi. Je caricature un peu, c'est pas ça, mais voilà. Oui, je vais 10 minutes encore. Et je m'arrête là-dessus. Donc un acquis politique important, mais 3 limites de cet accord de Paris. Il n'est pas contraignant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Kyoto. C'est un accord où les États sont volontaires. C'est une limite. C'est peut-être un acquis parce que Kyoto, on l'avait vu, quand c'était contraignant, il y a des États qui ne voulaient pas y aller. Là, l'idée, c'est jouer sur la volonté des États et l'incitation des États. Mais de fait, quand ils signent, ils ne sont pas contraints comme l'OMC, pour le commerce par exemple. Quand on signe les accords de l'OMC, là, il y a des institutions internationales sur le commerce qui vous contraignent. Si vous ne respectez pas les accords du commerce, d'accord, vous êtes condamné par des États, enfin les États peuvent être condamnés par les tribunaux internationaux liés au commerce. Donc on voit bien que la gestion internationale sur les enjeux du commerce et du climat ne sont pas les mêmes et pris au même niveau. Bon. Donc ça c'est quand même une limite, y compris une limite politique. Les financements ne sont pas sécurisés, c'est-à-dire que c'est des promesses. Et la question de la solidarité est discutable. C'est lié avec la question du financement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les financements, d'une part, ils ne sont pas sécurisés, mais d'autre part, les financements pour le fonds vert, une grande partie ne sont pas des aides, mais peuvent être des prêts. Vous voyez la différence entre une aide, une subvention et un prêt. Pour des pays dont vous avez peut-être entendu parler, je ne sais plus si vous traitez de ça, la dette des pays du Sud, mais des pays qui sont fortement endettés, qui peuvent être endettés en dollars, etc., qui ont du mal déjà à payer la dette. Si en plus s'endettent pour faire face à la transition écologique, au dérèglement climatique, vous voyez bien le problème. D'accord ? Par exemple, la France est un mauvais payeur là-dessus. C'est que 3% des aides, parce que la France peut dire, la France est dans les clous par rapport aux annonces. On va être à 5 milliards de contributions au fonds vert, mais si je ne me trompe pas, pour ne pas vous dire n'importe quoi, je crois que c'est que 5%. 3%. Mais que 3% de cette aide, c'est des subventions, c'est de l'aide directe. Sinon, tout le reste, 97%, c'est des prêts. L'Allemagne, par exemple, est un peu plus solidaire. 38% de sa contribution au fonds vert est constituée de subventions, d'aides directes. D'accord ? Les pays du Sud qui vont bénéficier de cela ne seront pas redevables. Autre, parce que le vert est toujours dans le fruit, dans les COP, c'est dans le détail. Autre limite, c'est que le fonds vert peut aujourd'hui bénéficier, en tout cas c'est pas clair, c'est tout à fait possible que le fonds vert bénéficie à des multinationales du Nord qui investissent dans le Sud. Par exemple, Vinci, Bouygues, qui construit une grande centrale, même à charbon avec ou gaz, pour produire de l'électricité avec captage de CO2, ils disent bah, ça c'est vert. Et ils le font dans un pays du Sud. Ils peuvent être aidés. Vous voyez bien toute la discussion là. Qui va bénéficier? Si c'est les multinationales des pays du Nord qui, en gros, continuent à s'enrichir, y compris sur les enjeux de transition, c'est un problème. Troisième limite, c'est un peu technique tout ça, mais en fait c'est vraiment ça les enjeux, et ça sera les enjeux à Glasgow.
à la COP, c'est est-ce que ce fonds vert doit alimenter de manière équivalente la transition et l'adaptation. Pourquoi c'est un peu technique et pour autant très politique et politique économique? Si le fonds vert subventionne ou aide la transition écologique, ça peut être très bénéfique aux pays du Nord. Parce qu'on peut se faire de la rente. Ça peut être des activités rentables. On peut miser sur une forme de rentabilité en termes de transition. On investit dans les énergies vertes, dans des énergies de nouvelles infrastructures, etc. L'adaptation, construire des digues contre l'élévation du niveau de la mer, une digue, c'est pas rentable, on ne va pas la faire péter. D'accord ? Bon. Et donc le fonds vert, pour l'instant, il n'est pas fléché entre adaptation et transition. Or, c'est une des revendications des pays du Sud de dire nous, on a surtout besoin d'argent en termes d'adaptation. On doit s'adapter à ce qui est en train de passer. C'est pas nous, les pays du Sud, qui produisons du gaz à effet de serre. Depuis l'accord de Paris, Trump est sorti, Biden va revenir. Donc, on peut espérer que 2021 soit une année de relance, des négociations et d'avancées sur le terrain international, sur le terrain des négociations environnementales et climatiques. On a de plus en plus de pays qui annoncent comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. Bonne nouvelle, on est pratiquement à la moitié, un peu plus de la moitié même, des pays du G20 qui l'annoncent. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est une annonce. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est des promesses, c'est des engagements, mais oraux. C'est déjà ça. Mais maintenant, il va falloir que ça se formalise dans des politiques concrètes, des mesures, des plans de relance, des mesures, des investissements dans les énergies, dans la sobriété, etc. Donc, ces engagements, et c'est ce que je mets après, c'est qu'il y a un écart qui demeure entre ces engagements oraux et les politiques menées. Là, c'est la limite aussi. Cette année va être aussi l'année, ça va être l'occasion à la COP 26 à Glasgow, de discuter d'une accélération des engagements en termes de baisse des émissions sur la décennie 2020-2030. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagements pour dire en 2050 on va y arriver, mais on attend 2030 pour agir. Je caricature à peu près, mais c'est quand même plutôt la logique de une majeure partie des États. Les scientifiques, les associations environnementales disent stop, ça n'ira pas, c'est maintenant qu'il faut agir. On n'attend pas 2030. C'est dès maintenant qu'on doit baisser radicalement et avoir une baisse forte des émissions de gaz à effet de serre. Or, 2019, on était encore sur une augmentation globale de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Je prends 2019 parce que 2020, il y a une petite baisse, mais qui est liée au Covid et à l'arrêt de la... Enfin, et là c'est l'ouverture, même si je ne veux pas orienter la discussion qu'on aura après, mais moi c'est aussi des discussions qui m'importent, c'est la question de comment on agit. Il y a des évolutions internationales, on l'a vu, mais qui sont limitées, j'espère vous les avoir pointées. Aujourd'hui, si on continue les politiques telles qu'elles sont, on est plutôt sur une trajectoire de réchauffement de 4 à 6 degrés, et non pas de 1,5 à 2 degrés. Les scientifiques ne savent pas, ils ne connaissent pas. Pourquoi les 1,5 ou 2 degrés? C'est un peu au doigt mouillé, mais en gros, les scientifiques disent, GIEC, ça sera difficile, il y aura des conséquences, mais en dessous de 2 degrés, la vie sur la Terre est possible et on peut à peu près simuler quelles sont les difficultés. Au-dessus de 2, la crainte des scientifiques, c'est qu'il y ait des phénomènes d'emballement qu'on ne peut pas prévoir pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mesurer le fait qu'il y ait une disparition complète de la banquise, quels vont être les effets vraiment, alors que la banquise aujourd'hui a un effet miroir, renvoie à la chaleur. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Le permafrost, s'il se dégèle, combien
de méthane va sortir. Est-ce qu'il n'y a pas des effets d'emballement si on passe l'effet de la barre des 2 degrés qu'on ne maîtrise pas? Bon. Donc c'est pour ça qu'on veut être là-dessus. J'ai pratiquement fini. 2 minutes. Donc, les enjeux de l'action sont majeurs. Comment agir? À quel niveau? Entre nos actions individuelles et l'action en termes de politique publique. Mais pour les politiques publiques, comment gérer les conflits d'intérêts entre des multinationales qui ont peu d'intérêt à poursuivre, peu d'intérêt à bifurquer, à changer leur mode de production et tout intérêt à poursuivre leur modèle économique qui permet aussi de s'enrichir. À quel niveau il faut-il agir? Au niveau international, on voit que ça avance mais trop doucement. Est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet au niveau territorial? Mais au niveau territorial, s'il n'y a que quelques territoires qui agissent, ça ne suffira pas. Mais là, c'est vraiment les débats. C'est les débats qui existent aujourd'hui en termes de stratégie. En disant, mais si on met le paquet sur des grandes collectivités territoriales, des régions, etc., qui sont prêtes, est-ce que ça ne va pas avoir un effet d'entraînement? Et donc, les COP, peut-être que c'est moins important que ce qu'on pensait. Ce qui est important, c'est de mettre le paquet dans des grandes villes, etc., qui vont donner envie, qui vont donner une impulsion à la transition pour les autres pays. Ça, c'est des enjeux importants. Quels sont les outils, enfin, à notre disposition? Nous, vous, citoyens, citoyennes, travailleurs, lycéens, lycéennes, qu'est-ce qu'on peut prendre comme outil? Alors, il y a les mobilisations sociales qui font pression. Il y a l'arme du droit, c'est l'affaire du siècle, j'ai évoqué. C'est-à-dire qu'on fait pression sur les États via des procès. C'est une stratégie qui se développe depuis 1 an ou 2 dans plusieurs pays, avec des procès qui sont intentés contre des États pour inaction climatique. Parce que vous nous mettez en danger par votre inaction, notamment par des jeunes qui portent ça, c'est cet outil-là. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Bien sûr qu'il y a tout le débat aussi sur notre action individuelle et l'action collective. Est-ce que trier ses déchets, c'est utile? Oui, dans quelle mesure? Est-ce qu'on n'est pas dans la culpabilisation des individus? Oui, mais si on ne le fait pas individuellement, quand c'est qu'on va commencer à agir? Vous voyez tous ces débats-là. Bon. Et je pense que c'est aussi ces débats dont il faut se saisir, y compris en partant parfois par des questions très concrètes, immédiates, qui nous touchent, tout en faisant le lien avec ces débats internationaux qui vont structurer aussi 2021 avec la COP 26 qui vient, la loi climat qui va être discutée en France au mois de mars. J'espère que vous allez suivre. Voilà, j'ouvre la discussion là-dessus. Si vous avez des questions, des réactions, des discussions entre vous aussi, moi si je viens là aussi, c'est aussi